quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Épisode 6, horaire atypique, développement et à table. Je m'appelle Ilan, je suis en grande section à Préchac et j'ai 5 ans et demi. Et Nounou, elle m'a raconté que c'était avec elle que tu avais commencé à manger plein de trucs différents. Oui. Comment on a fait pour manger? Au début, je proposais un petit peu. Et maintenant, je propose quoi? Des choses que j'ai jamais mangées. Et tu aimes? Oui, Pas toujours. mais un peu. Ouais. Comme les lentilles. Les lentilles, une fois, j'ai tout mangé. Oui. Elle est aimée. Oui. Je m'appelle Justine, j'ai 29 ans, je suis mariée, maman d'un petit garçon de 4 ans et demi. Je suis assistante maternelle depuis 2020. Pour moi, participer au développement de l'enfant, à son éveil, à son bien-être, c'est quelque chose de primordial. Et c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée aussi loin que je me souvienne. Donc pour ce faire, j'ai fait un bac ST2S à l'ESCAR, donc sciences technologiques, sanitaires et sociales. De là, j'ai passé mon concours pour devenir auxiliaire de puériculture. Donc j'ai eu mon diplôme d'État en 2015. Suite à ce diplôme, j'ai travaillé en crèche, privée, associative, publique. J'ai travaillé en maternité et j'ai travaillé à l'hôpital des enfants de Purpan dans différents services sur la période hivernale. Mon objectif premier était vraiment de travailler à l'hôpital, mais malheureusement, pour rentrer à long terme sur l'hôpital, c'est très compliqué. Et ça ne s'est jamais fait. Et puis après, on a changé de département. Et en devenant maman entre-temps, je me suis rendu compte de la difficulté qu'on pouvait avoir, nous, en tant que parents, à trouver une structure ou une assistante maternelle qui fait des horaires atypiques. Parce que du coup, quand je travaillais à l'hôpital, je travaillais en 12 heures. Et donc, c'était de 7h à 19h. Donc, il me fallait avant et après, pour peu que mon mari n'ait pas les horaires en même temps que moi. Et donc, quand on a changé de département, il fallait se refaire une réputation, il fallait se refaire tout un réseau que j'ai pas cherché à refaire, puisque du coup, je me suis mis directement en tant qu'assistante maternelle avec les horaires atypiques pour répondre aux besoins des parents qui étaient dans le besoin. Donc aujourd'hui, je fais du lundi au samedi. Ça peut aller j'ai commencé au plus tôt à 4h20, 3h20 même, et j'ai pu finir au plus tard à 21h. Alors, bien sûr, jamais sur la même journée, parce que c'est pas possible, il faut 11 heures de repos. Mais c'est des horaires que j'ai pu faire. Je travaille donc du lundi au samedi, et je fais les jours fériés. Les seuls jours fériés que je ne fais pas, c'est par exemple le lundi de Pentecôte ou le lundi de Pâques, parce que ça me permet d'avoir un week-end de 2 jours, 2 fois par an, quoi. Donc oui, effectivement, j'ai toujours été attirée par la petite enfance. Donc j'ai tenté de faire mon BAFA à 14 ans. J'ai juste été bloquée sur le dernier stage, donc la dernière partie du BAFA, parce qu'il fallait un stage où je me suis inscrite, mais qui n'a pas eu lieu parce que manque de participants. Et après, le temps que je me réinscrive à une autre session, malheureusement, j'étais arrivée à bout du temps imparti. Donc j'ai jamais fini mon BAFA. Par contre, j'ai toujours fait du babysitting. J'ai aussi été second, alors je sais pas trop comment on dit, j'ai aidé un coach principal dans une équipe de basket pendant plusieurs années, avec des enfants d'une dizaine d'années, on va dire entre 7 et 10 ans, sur plusieurs niveaux. Et après, en devenant auxiliaire de puériculture, donc toujours dans la petite enfance, en parallèle, j'ai continué le babysitting. Et après, en travaillant réellement en crèche au quotidien, je me suis rendu compte que la structure ne me correspondait pas, que le travail d'équipe et le rythme des journées ne correspondaient pas à mes valeurs et à ce que je recherchais, dans le sens où une journée type en crèche est énormément rythmée parce que le groupe est plus important et on n'est pas forcément en accord avec les pratiques des collègues, même si on a une trame commune, on a toutes des avis relativement différents. Et moi, je suis quelqu'un qui est relativement individuel et qui aime bien m'adapter aux enfants. Donc, j'ai fait le choix de travailler à domicile pour avoir ce cadre un peu plus individuel et vraiment avoir ce côté plus familial qui fait que je peux vraiment prendre le temps avec chaque enfant parce que
Là, moi, actuellement, je suis agréée pour 4 enfants. Et donc, quand j'en ai 4, c'est toujours mieux qu'en avoir 8. Donc, avec 4, je peux vraiment être plus indépendante dans le sens où je peux vraiment répondre aux besoins de chacun un peu plus individuellement sans qu'il y ait cette cohésion de groupe où à telle heure on mange, à telle heure on se change la couche, à telle heure on... Là, vraiment, voilà, je suis vraiment plus libre de faire ce que j'ai envie. Si aujourd'hui il fait beau et que je veux proposer une activité à l'extérieur, mais rien m'empêche de prendre la voiture et d'aller au parc avec les enfants ou de faire des choses extérieures qu'on ne retrouve pas en structure. Au quotidien, j'ai fait le choix de travailler à mon domicile parce que je suis plus libre de mes mouvements. Ça me permet d'allier à la fois ma casquette de maman et ma casquette de professionnelle. Donc quand mon fils était tout petit, j'ai fait le choix qu'il soit en assistante maternelle lui aussi parce que je voulais être que sa maman. Donc moi, je travaillais en tant qu'assistante maternelle à mon domicile et j'amenais mon fils chez son assistante maternelle qui s'occupait de lui. Ça lui permettait de voir d'autres enfants, de voir autre chose et de ne pas avoir ce conflit, c'est ma maman, non, c'est ma nounou. Donc comme ça, chacun avait sa place et chacun avait son aisance à la maison. Donc du coup, j'ai quand même adapté la maison, j'ai sécurisé la maison puisque aujourd'hui on est en location. Donc la maison a été sécurisée de sorte que les enfants ne soient pas en danger. Et j'ai mis des meubles pour cacher un peu le côté assistante maternelle quand je ne travaille pas, mais qui laissent, quand je travaille, une liberté aux enfants d'utiliser tous les jouets qu'ils veulent quand ils le souhaitent. Le fait de travailler à domicile, ça me permet de pouvoir amener mon fils à l'école le matin. Et ce que son papa, il le récupérait le soir à la garderie quand il rentre, parce que nous avons la chance qu'il ne rentre pas trop tard. Et ça fait qu'on se dispatche les tâches et que tout se passe bien. Je fais en sorte que mon fils soit pas en permanence en contact avec les enfants que je garde, pour qu'il ait vraiment ce côté maison, repos, et je suis chez moi tranquillement. Alors, effectivement, il y a certains enfants qui voient énormément, parce que c'est des enfants que je peux garder le soir ou le samedi. Et ça devient des très bons copains, voire même des meilleurs amis pour Ilan. Il comprend très bien quand je travaille et quand je ne travaille pas. Et il a une différence de comportement en fonction qui est relativement flagrante, parce que quand il y a les copains, il a tendance à bien séparer, par exemple, les jouets de la chambre et les jouets où les enfants ont le droit de jouer, parce qu'il y a ces jouets privés, perso, qui sont à lui, et les jouets communs, où là, vraiment, ils sont en accès libre pour tout le monde. J'essaye de respecter l'intimité de mon fils, dans le sens où sa chambre, elle est à lui, et les enfants que j'accueille ont leur propre chambre. Et il y a vraiment 2 espaces différents, distincts, qui fait que chacun a vraiment son domaine, son, entre guillemets, univers. Et que si, par exemple, sur une journée, c'est vraiment trop compliqué, les enfants savent qu'ils peuvent aller dans la chambre, se poser, lire un livre, redescendre et revenir dans le groupe. Ils font vraiment ce qu'ils veulent. S'ils veulent rester... la chambre n'est pas fermée, c'est pas un endroit cloisonné, c'est-à-dire que c'est une pièce qui a un accès libre à partir du moment où il y a personne qui dort. J'aide les enfants à devenir plus autonomes, dans le sens où, à partir de 2 ans à peu près, ils passent sur un lit banquette, ils sont plus dans un lit en bois, parce que ça leur permet de se lever tout seul, de se coucher tout seul. Alors, ils ont toujours des turbulettes, parce que c'est mieux l'hiver pour avoir chaud. Mais ils ont chacun leur caisse avec leurs petites photos. Donc, ils savent que cette caisse, elle est à Ilan. Donc, Ilan prend sa caisse, il se déshabille pour se mettre en tenue pour aller à la sieste. Et ainsi de suite, ils font vraiment le plus possible seuls. Je leur apprends, dès qu'ils en sont capables, à se débrouiller seuls. Parce qu'après, à l'école, c'est le grand bain et il faut qu'ils sachent faire.
Donc pareil, pour la salle de bain, on a un marchepied pour qu'ils puissent se laver les mains au lavabo et vraiment se débrouiller. Alors, je suis toujours à côté, s'il y a besoin d'aide, il n'y a pas de souci, j'aide. Et au départ, on commence avec une petite bassine sur la table et ils se lavent les mains. Alors, ils trempent les mains dans la bassine. Et après, plus ils grandissent et plus on adapte à leur capacité. Je suis super vigilante aux avancées de chacun. C'est-à-dire qu'un enfant de 10-11 mois ne pourra pas monter sur le marchepied pour se laver les mains tout seul. Donc effectivement, là, à cet âge-là, je propose une bassine. Il se trempe les mains dans la bassine. Donc effectivement, au départ, il n'y aura pas forcément de savon, pas de produits autres que de l'eau. Et puis petit à petit, on va à développer cette autonomie de pouvoir se laver les mains tout seul. Donc sur mon miroir de salle de bain, j'ai toutes les étapes. Il pleut, on se mouille les mains, on se lave les mains en hérisson pour croiser les doigts. Enfin, il y a toute une comptine qui fait que petit à petit, ils apprennent à se laver les mains correctement. Au départ, quand ils sont tout bébés, les premiers petits pots, ils vont les manger dans un transat parce que c'est moi qui leur donne. Puis quand ils vont savoir se tenir en station assise seuls, on va passer sur une chaise haute. Et quand ils vont savoir s'asseoir seuls, donc marcher, se lever, s'asseoir sur une chaise, tout ça, là on passera sur une petite table adaptée à leur âge, où ils pourront manger en autonomie. Au départ, les purées, c'est moi qui vais leur donner. Puis petit à petit, j'aurai ma cuillère, ils auront la leur et on fera un mix des deux. Et puis après, ils vont manger avec les doigts. Puis plus tard, ils mangeront avec les couverts. Et puis même à 3 ans, ils mangent avec les couverts, mais avec les doigts aussi. Le but, c'est qu'ils mangent avec plaisir, sans frustration et sans règles trop carrées. C'est à table, on ne parle pas, on ne bouge pas. Non. Le moment du repas, c'est un moment convivial, c'est un moment de partage. Et c'est un moment qu'on passe tous ensemble et on mange comme on veut, entre guillemets. C'est-à-dire que s'il veut manger avec les doigts, il mange avec les doigts. Et s'il veut manger avec la cuillère, il mange avec la cuillère. À partir du moment où il mange, je ne suis pas à un coup d'éponge et à un coup de serviette près, de serpillère près. Dans mon quotidien, j'ai fait le choix de faire à manger aux enfants dès l'introduction alimentaire. Donc les parents commencent à faire les légumes, entre guillemets, classiques chez eux. Et ensuite, dès que l'enfant commence à bien manger, moi, je prends le relais ici et je m'adapte sur ce que les parents ont déjà introduit. Arrivé à un certain âge, si je vois qu'ils n'ont pas introduit des produits que je peux faire régulièrement, je leur demande d'introduire. Et ensuite, moi, je prends le relais. Et vers 2 ans, si je vois qu'il y a des choses qui n'ont pas été introduites, ça m'est arrivé de moi les introduire à la maison parce que c'est des produits que je peux faire régulièrement. J'habite dans une maison avec un jardin où on fait beaucoup de choses maison. Donc ça nous arrive l'été avec les enfants de descendre au jardin et d'aller faire la cueillette des tomates cerises, des tomates en général, et des fruits, des légumes qui peuvent nous servir après pour le repas. Et quand on fait des cueillettes comme ça avec les enfants, je sais que le midi, ils ne mangeront pas spécialement parce que ils ont déjà mangé les 3/4 du repas dans le jardin. Mais c'est pas grave parce que c'est des légumes, c'est des fruits et ils s'amusent, ils sont contents et c'est le principal. Et des produits que je ne vais pas trouver dans mon jardin, on va aller au marché avec les enfants. Alors à l'époque, il y avait un joli primeur à Gamarde. Donc on allait le vendredi matin avec les enfants acheter les légumes, les fruits. Ils choisissaient leurs fruits pour la semaine. Chacun choisissait le fruit qu'il aime. Je sais que j'ai un enfant qui adore les kiwis, l'autre qui adore les bananes. C'est vraiment très aléatoire. Donc chacun avait son fruit qui lui faisait plaisir. Et après, on cuisine ensemble ou pas. En fait, ça dépend du temps, ça dépend de leur envie, ça dépend de ce qu'on a prévu, ça dépend de plein de facteurs différents. Ça nous arrive de cuisiner ensemble. On peut faire, par exemple, des pâtes à la carbonara. Alors chez nous, c'est pas des pâtes à la carbonara, c'est des champignons à la carbonara, c'est-à-dire qu'il y a plus de champignons. Et après, il va y avoir des pâtes, des lardons. Voilà. On peut faire des gâteaux, on peut faire divers plats. En règle générale, je me débrouille pour quand même cuisiner le soir. En fait, les enfants mangent la même chose que nous, c'est-à-dire que le soir, je prépare suffisamment pour avoir le repas pour nous le soir et pour les enfants le lendemain midi. Et je propose quand même des menus relativement variés
Alors effectivement, tout ce qui est pâte à la bolognaise, à la carbonara, c'est des choses qui reviennent régulièrement parce que c'est des plats phares pour les enfants. Mais j'ai un enfant qui aime bien revenir de temps en temps chez Nounou alors que il est à l'école, parce que chez Nounou, on mange de la viande bovin, par exemple. Et la viande bovin, c'est du bœuf bourguignon, qui aime, et il adore manger ça chez moi. Ou ça m'arrive de leur proposer de la viande de cheval, que les parents ne cuisinent pas forcément, parce que ça reste une viande particulière, ce que j'entends complètement. Et du coup, les enfants demandent à revenir. Et du coup, quand ils viennent, ils choisissent leur menu en avance en me disant « Nounou, est-ce que je peux venir pendant les vacances ? Est-ce que tu pourras me faire du cheval à manger ?» Donc, je m'adapte. S'il y a que ça pour leur faire plaisir, feu, en fait. Et je rebondis. J'ai un enfant qui aujourd'hui a 5 ans et demi, Ilan. Quand il est arrivé à la maison, qui mangeait très peu de choses. Parce que il a eu des problèmes de texture, en fait. Tout ce qui était purée le faisait vomir. D'ailleurs, aujourd'hui, la purée, c'est toujours pas possible. Et quand il mangeait chez moi, il mangeait très peu d'aliments et régulièrement les mêmes. C'est-à-dire que, alors, il n'a jamais eu aucun souci sur la viande, mais sur tout ce qui était féculents, légumes, les couleurs, les textures, il y a eu tout un travail à refaire. Au départ, la maman me fournissait les repas. Et puis, j'ai vite observé que c'était tout le temps les mêmes repas qui revenaient vite. Par exemple, ça pouvait être pâte knacky ou gnocchi côte d'agneau. Et il y avait très peu de changements. Alors, elle me mettait des crudités parce qu'il aimait beaucoup les crudités, mais pas tous. C'est-à-dire qu'il mangeait de la carotte crue. Ça m'a surpris, il me mangeait le chou-fleur et le brocoli cru. J'avais jamais vu ça, mais au moins il mangeait quelque chose. Et puis j'ai remarqué que petit à petit, il commençait à beaucoup regarder l'assiette des copains, parce que tout le monde mangeait la même chose, sauf lui. Et puis un jour, je l'ai surpris en train de prendre quelque chose dans l'assiette du copain. Et donc là, j'ai proposé à maman, est-ce que ça te dérange ? Est-ce que ça t'intéresse ? Tu me fournis plus les repas, c'est moi qui prends le relais et voir ce que ça donne. Alors la maman, de suite, elle a dit oui. Je pense qu'elle a vu l'opportunité qui s'est offerte et elle a accepté. Et donc au départ, j'ai fait effectivement que des repas qu'il aimait. Mais dans les repas qu'il aimait, par exemple, un gnocchi steak haché, j'avais rajouté un petit dé de tomate. Donc la première fois, il a goûté. Donc au départ, il voulait même pas goûter, il voulait pas toucher. Donc petit à petit, il a fini par goûter un morceau de tomate. Et puis le morceau de tomate s'est transformé en quart de tomate. Et puis maintenant, il me mange les tomates. Il va directement dans le jardin se chercher sa tomate, il croque dans la tomate. Et ça a été pareil pour tous les aliments. Les haricots verts, il n'en mangeait pas du tout. Maintenant, il adore les haricots verts. Tout ce qui était jambon cru, il n'en mangeait pas du tout, il n'aimait pas ça. Enfin, il y a plein d'aliments qu'il n'aimait pas. Et chez moi, il goûte. Même s'il n'aime pas, il va goûter. Alors des fois, il est rigolo parce qu'il va goûter un aliment. La dernière fois, la maman m'a demandé si je pouvais essayer les lentilles. Pourquoi pas ? C'est vrai que j'en fais pas souvent, mais ça m'arrive. Donc, j'ai fait des lentilles. Arrivé à la table, Nounou, c'est délicieux. Et sur sa tête, on voyait qu'en fait, c'était pas délicieux du tout. Et puis finalement, au bout de 2, 3, 4 cuillères, il me dit, tu sais, Nounou, je te dis que c'est délicieux, mais en fait, j'aime pas trop. Mais t'inquiète pas, je vais tout manger. Je dis, oui, mais si t'aimes pas, t'es pas obligé de le manger. Mais en fait, il avait faim et il a pas forcément aimé, mais ça l'a pas forcément rebuté. Et donc, du coup, il a mangé et il s'est resservi. Donc, voilà, il y a des choses où, là, les œufs, il les aime pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une alternative à l'œuf de poule qui est très gros. Et j'achète des œufs de caille. Et c'est tout petit. Et donc, du coup, il l'a goûté. Le gros, je n'ai jamais réussi à le faire goûter. Ça ne l'a jamais intéressé. Donc, je n'ai pas insisté. Le but, c'est pas de l'écœurer. Et les œufs de caille, il me les mange. Bon, ça fait 2-3 fois qu'on goûte. Il aime toujours pas ça. Mais il me semble qu'une légende dit qu'avant d'aimer un aliment, il faut le goûter 7 fois. Donc, on va essayer. Qui sait ? Au niveau de la construction de mes menus, c'est vrai que j'ai appris, de par mes formations et de par mon expérience en crèche, j'ai bien vu les menus qui étaient proposés, mais j'adapte aussi à la vie quotidienne, c'est-à-dire que au maximum, dans mes assiettes, il y aura des légumes, des féculents et des protéines. Ensuite, j'adapte. Si par exemple, aujourd'hui, je leur propose des pâtes
des pâtes au beurre avec du steak haché, ben forcément, il y aura une entrée. Ça peut être, par exemple, l'été, ça va être concombre, des tomates cerises. Ils aiment bien la salade. En ce moment, le gros succès, c'est une salade de betterave avec du maïs. Donc en fait, des de betterave et de maïs avec un petit peu d'huile d'olive. Ils mangent ça en entrée. Et un fruit, en dessert, ça sera un fruit ou une compote. Voilà, j'essaye vraiment d'équilibrer au maximum mes repas. Alors ça m'arrive de temps en temps qu'il n'y ait pas de légumes, mais c'est vraiment rare et j'essaye au maximum d'équilibrer le plus possible. Ilan est le seul enfant avec qui j'ai eu des soucis alimentaires. Alors quand je parle de soucis, attention, entendons-nous bien, c'est vraiment un enfant qui mangeait peu et qui maintenant mange beaucoup, plus de choses et en quantité, qui mange mieux. Au niveau des autres enfants, j'ai jamais eu aucun problème. J'ai de très bons mangeurs depuis toujours. Et c'est vrai que le fait de cuisiner avec eux, de manger avec eux, parce que, alors, je mange pas en systématique avec eux, j'adapte. Si j'ai des bébés à faire manger en même temps, mais les grands vont manger, je vais faire manger les bébés, mais je suis à côté, c'est-à-dire que je suis assise sur une petite chaise avec eux et je participe au repas avec eux, même si je mange pas. Et le fait de cuisiner, d'être avec eux à table, d'être concentré avec eux, il y a une relation de confiance qui s'instaure après tout au long de la journée, avec les activités, avec les moments de change, les moments un peu plus intimes qui est le change. Voilà, il y a plein de choses qui se créent. Et c'est d'ailleurs pour ça que les enfants acceptent de goûter des aliments qu'ils n'aiment pas. Parce que moi, la première, il y a des aliments que je cuisine et que je n'aime pas. Typiquement l'agneau, je vais vous prendre l'exemple une fois. Un enfant qui avait pas très faim, qui a pas eu envie de manger, il m'a dit j'aime pas. Je lui ai dit est-ce que tu as goûté? Il m'a dit non. Et je lui ai dit tu sais quoi, ça tombe bien. Nounou, elle aime pas l'agneau non plus. C'est vraiment une des viandes que j'aime pas. Dans mon assiette, il y avait de l'agneau et j'ai goûté. Et du coup, le fait de voir que Nounou, elle aime pas, mais elle goûte, ça les fait goûter. C'est-à-dire que même si j'aime pas, je vais me forcer. Je vais goûter, et eux, derrière, ils font pareil. Et finalement, il y a des choses où ils partent avec des a priori qu'ils n'aiment pas, et finalement, ils adorent ça, ils se régalent et ils en redemandent. Le fait d'avoir accès à une alimentation variée, comme je peux leur proposer, ça les aide, ça leur donne des clés pour avoir une alimentation plus saine et variée en grandissant, et ça leur permet de découvrir et d'être plus curieux d'aliments qui, de base, ils auraient peur de goûter parce que la couleur ne leur plaît pas, la texture ne les inspire pas. Et finalement, ils vont goûter et ils vont se rendre compte qu'ils aiment ça. Par exemple, le panais, c'est un légume ancien qui est très fort en goût. Et ça a une odeur aussi particulière. Des fois, certains enfants, passés 2 ans, ils peuvent avoir une petite phase où il y a une petite phase de régression où ils n'aiment plus grand-chose, ils veulent plus grand-chose et jusqu'à maintenant, ils mangeaient de tout. Et finalement, petit à petit, ça revient et ils goûtent et ils se rendent compte qu'en fait, c'est bon et ils acquièrent des habitudes alimentaires qui les aideront, je pense, plus tard. Au niveau des aversions qu'ils peuvent avoir au niveau des textures d'aliments, moi, derrière, pour les aider à développer justement le sens qui ne soit pas bloqué et frustré, je peux proposer en amont ou en parallèle des activités. Par exemple, on peut faire du transvasement de semoule, où ils vont jouer avec de la semoule et sentir les petits grains. On peut faire ça avec du riz, on peut faire ça avec du sable, on peut faire ça avec de la terre. On peut faire des manipulations de toucher sur différentes textures, parce que avant de venir à l'oralité, ça passe toujours par le toucher. Les bébés, avant de savoir manger, ils touchent, ils commencent à porter un peu à la bouche leurs doigts, les jouets. Donc tout ça, il y a des textures différentes qui font que on développe le toucher, et je pense que l'alimentation vient avec le toucher. Tout est jeu avec les enfants, donc que ce soit
développer le toucher, développer l'odorat, le goût, l'ouïe, tout est jeu. Et pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins, j'ai fait le choix en tant qu'assistante maternelle de faire de la formation continue tous les ans. On a le droit à 58 heures par an, donc je prends mon droit et je fais de la formation autant en présentiel qu'en distanciel, dont une qui est les signes associés à la parole, ce qui me permet de signer avec les enfants dès le plus jeune âge et ce qui leur permet à eux de s'exprimer avant même d'avoir parlé et de limiter certaines frustrations qu'ils pourraient avoir, ce qui n'empêche pas l'acquisition de la parole derrière. J'ai signé avec tous les enfants que j'ai depuis 3 ans et ils parlent tous très bien, comme des livres ouverts. J'ai fait des formations sur les nouvelles connaissances du cerveau, sur le développement de l'enfant, sur l'autisme. Vraiment, je suis ouverte à tout. Et je trouve très important dans notre métier de se tenir informé des nouvelles connaissances qu'il peut y avoir autour de l'enfant en général, parce qu'on accueille des enfants de 0 à 6 ans et ce n'est pas les mêmes stades d'évolution, de développement. Et je trouve que de faire ces formations, ça me permet de me remettre en question sur mes pratiques et de m'adapter quotidiennement. Depuis que j'ai commencé, ces formations m'ont permis de me remettre en question plus d'une fois. Il y a plein de choses que j'ai compris. Alors, il y a des choses que j'avais déjà compris, mais avec les nouvelles connaissances qu'on comprend différemment et donc on comprend de nouveau, en fait. Et les enfants d'aujourd'hui sont beaucoup plus éveillés qu'avant. Dès 3-4 mois, c'est impressionnant. Là, j'accueille un petit bout depuis début mars. Il a 4 mois, il cherche déjà à se tourner. Dès qu'il nous voit manger, il se met à pleurer, il veut manger. Et il nous fixe. Mais vraiment, on voit l'intérêt qu'il a. Et c'est vrai que ces formations nous permettent, alors en tout cas me permettent, de mieux appréhender et de mieux adapter ma communication, par exemple, avec lui. Là, la prochaine formation que je vais faire, c'est justement pour apprendre à adapter ma communication à l'enfant. Et du coup, il y a plusieurs modules, et c'est vraiment des modules sur tous les âges. Dans le cadre des formations aussi, j'ai fait une formation pour m'aider à préparer mon renouvellement d'agrément qui va arriver d'ici 2024. Et lors de cette formation, on m'a aidé à peaufiner, réadapter mon livret d'accueil. C'est quand je reçois les parents en entretien, je leur renvoie en amont par mail mon livret d'accueil pour que quand ils arrivent à la maison, ils aient une idée d'où ils atterrissent et qu'ils puissent cibler leurs questions sur vraiment leurs besoins et leurs envies dans l'accompagnement de leurs enfants. Et dans ce livret, j'y parle de tout. Donc, je me présente, mais je parle aussi des journées types, de l'alimentation, des activités, des échanges. Et je pose aussi un cadre au niveau des horaires parce que on travaille à notre domicile et donc il faut qu'on arrive à conjuguer privé et professionnel. Et donc, il est important que les parents comprennent que les horaires, c'est ce qui permet, nous, de définir notre privé et notre pro. Du coup, on en parle en entretien. Et c'est des choses que, jusqu'à aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir eu que de super parents qui ont très bien compris et qui respectent le contrat, qui respectent leurs engagements. Et j'ai, pour l'instant, pas eu de soucis. On touche du bois pour que ça dure. Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier? Nounou, c'est quoi ton métier est une série de podcasts imaginés par le relais Petite Enfance de Montfort-en-Chalosse avec les assistantes maternelles Carole, Christelle, Christina, Josiane, Justine, Marie-Laure, Myriam, Sandrine, Kittery et la participation d'Alma, Dimitri, Fabrice, Pierre, Philippe, Théo, Alice, Caroline, Kittery, Florence, Mélanie, Jules, Elliot et Michael. Elle est réalisée par Margot Labarthe du studio de podcast M'entends-tu avec le soutien financier de la CAF des Landes. Merci pour votre écoute et à bientôt.